Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans la ville. C'est un sujet de conversation que je trouve très intéressant à explorer avec mes élèves. Les femmes sont présentes dans la ville, bien sûr, mais si on creuse un peu, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont elles occupent l'espace public. Avant de développer tout ça, j'espère que vous allez bien cette semaine. En ce moment, c'est une période assez chargée pour moi, dans mon travail de prof et dans la vie en général. J'oublie si je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais à la fin de l'année, je vais quitter Taïwan et retourner vivre en France. Donc il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser pour tout ça. Je voulais aussi prendre juste une minute pour faire le point. Faire le point, c'est faire le bilan d'une situation. Parce que l'épisode de Passerelle que vous êtes en train d'écouter, c'est l'épisode numéro 25. Ça me semble assez fou de me dire que ça fait déjà 6 mois que chaque semaine, je partage avec vous un sujet de réflexion différent. Intéressant, je l'espère en tout cas. Et avec l'été qui approche, j'aimerais bien faire évoluer ce podcast. Je vous avoue que j'ai une approche assez spontanée avec ce projet. Ça dépend de mon inspiration, de nos échanges aussi. Donc je préfère ne pas vous dire « cet été je vais faire ceci ou cela ». Simplement je vais peut-être ralentir avec le rythme des épisodes pendant l'été. On verra. Bon, sans transition, je vous propose de passer à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Les hommes et les femmes ont-ils le même rapport à la ville, aux espaces publics ? Et comment les femmes occupent-elles cet espace ? D'abord, on va se demander s'il existe un modèle de ville idéal. Une ville dans laquelle on se sent toutes et tous bien. Ensuite, on va se balader dans nos villes, pour prendre conscience de la manière dont les hommes et les femmes occupent l'espace différemment. Pour finir, repenser la ville et la mixité dans l'espace public, on va le voir, ça commence dès le plus jeune âge, dans la cour d'école. Dans cette première partie, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à votre rapport à la relation que vous avez avec votre ville, ou peut-être avec vos villes au pluriel, celle où vous avez grandi, celle où vous habitez actuellement. En ce qui me concerne, c'est pas forcément un sujet auquel j'avais réfléchi en profondeur avant de préparer cet épisode. Mais c'est drôle parce que, maintenant que j'y pense, mon rapport à la ville était très lié à l'utilisation de la voiture pour aller d'un endroit à un autre quand j'étais plus jeune. En tout cas, c'est le premier souvenir d'enfance qui me revient. J'ai grandi dans une ville, mais pas dans le centre-ville, dans ma région. Il y avait peu de transports en commun pour se déplacer. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, autrement dit peut-être que j'ai une mauvaise mémoire, mais ce dont je me souviens le plus, ce sont les habitudes du passé. Ma mère qui m'amène en voiture à l'école, aux cours de danse, à la piscine, à la bibliothèque, etc. Quand j'étais étudiante à l'université, c'était un peu différent puisque j'ai déménagé à Bordeaux pour mes études. Si vous connaissez Bordeaux, vous savez que c'est une ville où on peut se déplacer très facilement en tramway, en bus. Globalement, j'ai eu une super expérience à Bordeaux. C'est une ville que j'adore. C'est aussi le lieu où
j'ai été confrontée pour la première fois de manière directe aux situations qu'on peut rencontrer quand on est une femme dans l'espace public. Chaque ville est différente, on va en parler, mais si je me base sur ce que j'ai observé, sur mon expérience, il y a l'idée que les femmes dans la ville sont sur leur garde. Être sur ses gardes, ça veut dire se méfier, être prudent. Je sais que j'ai grandi en entendant des phrases du style « il faut faire attention », en particulier le soir. C'est un discours qui doit nous faire réfléchir. Dans cette première partie, c'est l'occasion de se demander comment on se sent dans la ville. Ça dépend de l'espace qu'on traverse. C'est un mot important, traverser, quand on parle de la place des femmes dans la ville. D'ailleurs, on dit souvent que les hommes vivent dans l'espace public alors que les femmes le traversent. Vivre dans une ville où on se sent bien, ça se traduit de plein de manières différentes. Le sentiment légitime d'être à sa place, le sentiment de sécurité, l'accès facile à des lieux publics où on peut rester pour se détendre, être seul, se rencontrer, des espaces pour favoriser le vivre ensemble dans la ville. L'idée sur laquelle je voudrais insister, c'est d'être à sa place, d'avoir sa place dans la ville. Ça me fait penser à l'exemple très concret des noms qui sont donnés aux rues. Combien de rues, près de chez vous, portent le nom d'une femme ? Pour vous donner un peu de contexte, j'ai noté un chiffre dans un podcast que j'ai écouté cette semaine. 1/3 des rues en France, c'est-à-dire 1 rue sur 3, porte le nom d'une personnalité. Et 94% de ces rues-là, donc un pourcentage très haut, portent un nom d'homme. Les choses s'améliorent petit à petit, mais encore aujourd'hui, beaucoup d'éléments, comme les noms de rues, donnent le sentiment que les femmes n'ont pas leur place dans la ville, pas autant que les hommes. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en aurait plein d'autres à analyser. Mais dans cette partie, je voudrais qu'on prenne le temps de parler du modèle de ville idéale. La ville idéale, ça n'existe pas. Chaque ville a ses difficultés, notamment dans la manière dont les femmes peuvent occuper l'espace. Et les solutions ne sont pas universelles. Il faut prendre en compte la culture, la vie de chaque ville pour pouvoir répondre aux problématiques spécifiques. Pour arriver à une ville où on se sent bien, toutes et tous, il y a un travail à faire avec les habitants et les habitantes pour changer les choses. Ça, c'est une idée très importante, je crois. Les personnes qui décident, en France, on parle des collectivités locales, mais aussi les architectes, les urbanistes. Toutes ces personnes qui décident ne devraient pas penser la ville pour les habitants, mais avec les personnes qui habitent dans ces endroits-là, avec celles et ceux qui les traversent tous les jours. Pour créer une ville idéale dans un contexte précis, les experts, ce sont les habitants et les habitantes. En mettant en commun toutes les expertises, des solutions adaptées vont se dessiner. Encore une fois, on n'habite pas la ville de la même façon selon la ville où on se trouve. S'il n'existe pas un modèle de ville idéal, il faut écouter les expertises locales. Alors, si on veut penser la ville au féminin, si on veut que les femmes aient leur place dans l'espace public, je crois qu'il faut impliquer davantage les habitantes et les habitants. En fait, il existe des initiatives géniales dans ce domaine. Par exemple, les marches exploratoires. Un groupe de femmes explore une ville, un quartier, pour identifier les éléments qui causent un sentiment d'insécurité et ensuite proposer des améliorations. En France, il y a un débat complexe sur la mixité et la non-mixité. Dans ce cas, je pense que la non-mixité peut être un outil pertinent pour travailler sur les représentations de la ville. Une petite précision avant de passer à la deuxième partie. Quand je parle de non-mixité, ici,
je parle bien du débat sur les espaces réservés aux femmes. Créer ces espaces, c'est quelque chose de pertinent parce que parfois, il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir sur la ville, sur comment on l'imagine, sur à quoi ressemblerait une ville bienveillante et accueillante pour toutes les femmes. Ce temps de réflexion entre femmes peut aider à libérer la parole dans un premier temps, pour ensuite aller vers plus de mixité. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'ai envie de vous encourager à observer votre ville. On va se balader un peu dans nos villes et s'intéresser à la représentation des femmes dans l'espace public. La question des noms de rue, on en a déjà un peu parlé, donc je vous encourage plutôt à observer les monuments, les images publicitaires aussi. Elles sont très parlantes sur l'image qu'on donne des femmes. La ville, c'est un ensemble de bâtiments, d'espaces, mais c'est aussi un ensemble de comportements et d'habitudes. Elle a plusieurs fonctions. Si on prend le temps d'observer tous ces éléments, on se rend compte que la ville n'a pas le même visage pour les hommes et pour les femmes. C'est quelque chose qui n'est pas évident au premier regard. Pour certaines personnes, pour les hommes, ces différences peuvent être invisibles. Ça s'explique par des idées qui sont ancrées dans nos sociétés, par une certaine image de la ville plaisir. C'est une image qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, dans les arts en général. L'image du poète qui flâne dans la ville. Flâner, ça veut dire prendre le temps de se promener, juste pour le plaisir de regarder. Cette image de la ville fait que les hommes sont parfois surpris du décalage entre leur expérience et le discours des femmes, entre leurs observations et les questions qu'on se pose sur la place des femmes. Dans cette partie, je voudrais aussi partager avec vous des exemples concrets sur la réalité en France. 75% des budgets publics destinés aux activités de loisirs pour les jeunes, 75% de ces budgets profitent aux garçons. Ce qui illustre très bien ce chiffre, c'est la création de terrains de sport, qu'on retrouve un peu partout, sans forcément penser qu'ils vont être utilisés en majorité par les garçons. Les villes veulent bien faire en créant des espaces de loisirs, de sport, mais une partie de la population est oubliée, puisque, encore une fois, ces terrains de sport sont principalement utilisés par les garçons et les filles en sont exclues. Ça reste une réalité invisible parce que si on interroge la place que les femmes occupent dans l'espace public, on va entendre des réactions qui disent que les femmes sont présentes dans la ville, qu'elles peuvent aller au skatepark pour faire du skate, être sur scène pour jouer dans des concerts. C'est là que les études sont vraiment utiles pour confronter la perception à la réalité. Pour citer un seul chiffre, Yves Rebaud, qui est géographe et qui travaille sur la géographie du genre et la ville au masculin, il explique que si on observe qui utilise les skateparks, il y a 4% de filles. Il a observé que les équipements de loisirs pour les activités en plein air, c'est-à-dire à l'extérieur, ces équipements créés pour les jeunes, financés par les collectivités, servent moins aux filles qu'aux garçons, au final. Prendre conscience de la manière dont on occupe l'espace différemment, si on est un homme, une femme, un garçon, une fille, ça passe par l'observation de ces espaces de loisirs. Ça montre bien l'importance pour les villes de soutenir des lieux de socialisation pour les filles, de développer la création de lieux pour se rencontrer. Le but, c'est d'aller vers plus d'équité, vers une volonté de comprendre les personnes et de leur donner ce dont chacun et chacune a besoin pour s'épanouir et vivre une vie saine. C'est ça, l'équité. En plus de ces exemples,
c'est amusant de se balader dans la ville et d'interroger les gens sur leur rapport à la ville. Quand on écoute les témoignages, on dirait qu'il n'y a aucun problème. Mais si on creuse un peu, des difficultés ressortent assez vite. Pour mieux comprendre l'invisibilité des inégalités hommes-femmes dans la ville, il faut s'intéresser à comment elle est construite. Je vais reprendre une phrase que j'ai entendue plusieurs fois en préparant cet épisode. La ville a été construite par les hommes et pour les hommes. Encore une fois, les choses sont en train de changer, mais lorsque les décideurs sont majoritairement des hommes, il y a parfois un problème de prise de conscience des enjeux de la féminisation de la ville. Il y a surtout un gros travail de pédagogie pour leur faire comprendre que leurs villes ne sont pas accessibles à tous. Après avoir dit tout ça, pour prendre conscience de la manière dont on occupe l'espace différemment, il faudrait faire l'effort de se mettre dans la peau de l'autre. Se mettre dans la peau de quelqu'un, ça signifie se mettre à la place de quelqu'un. Observer la ville à travers le regard, l'expérience de l'autre. Notre vision de la ville serait probablement différente si on écoutait plus la voix des femmes. Et si on avait plus de temps, il y aurait toute une réflexion à développer sur la notion du care. Le care, c'est le soin, c'est s'occuper de quelqu'un, l'accompagner quelque part. C'est une notion souvent liée aux femmes, une notion qui devrait être davantage considérée dans les réflexions autour de la circulation dans la ville et autour de l'urbanisme, plus généralement. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va voir qu'un grand nombre des questions dont on a parlé aujourd'hui, un grand nombre de ces questions sont déjà présentes dans la cour d'école. La cour d'école a un rôle central à jouer pour repenser la ville, la mixité et le vivre ensemble, dès le plus jeune âge. Après tout, l'école ressemble comme 2 gouttes d'eau à une mini-société. Quand j'utilise l'expression « ressembler comme 2 gouttes d'eau à quelque chose », ça veut dire que l'école et la société partagent des caractéristiques identiques, très similaires. Il suffit d'observer l'organisation de l'espace dans une cour d'école classique. Le terrain de football occupe souvent une place centrale, ce qui fait écho à l'habitude de construire une ville autour d'un terrain de sport, autour de l'espace utilisé par les garçons. Les filles, elles, vont plutôt jouer en petits groupes sur les côtés. Mais il ne faut pas tomber dans les généralités. De plus en plus, la mixité dans la cour d'école devient un sujet de réflexion. À travers la mixité, l'enjeu principal, c'est d'apprendre à partager l'espace différemment. L'objectif est de remplacer un modèle de cour d'école où les jeux, les espaces de jeu sont pensés d'un côté pour les garçons et de l'autre pour les filles. L'objectif est d'aménager un espace où tous les enfants jouent ensemble, au milieu de la cour, et de penser les jeux pour tous les enfants. C'est une manière de favoriser l'apprentissage du partage, une manière de mettre en place l'apprentissage du vivre ensemble, dès le plus jeune âge, dans cet espace de la cour de récréation. Pour finir, je crois que la réflexion sur la place des femmes dans la ville est le point de départ d'une réflexion beaucoup plus large. Une réflexion qui touche toutes les générations. Parce que s'interroger sur la place des femmes dans l'espace public, c'est aussi s'intéresser à la place des enfants, à celle des personnes âgées, des personnes handicapées. En tout cas, c'est important de ne pas se limiter à une réflexion trop simpliste, homme d'un côté et femme de l'autre. Une dernière piste de réflexion à explorer, c'est le développement de l'empathie dans l'aménagement de la ville. Ce qui est important dans l'aménagement, c'est le projet collectif. C'est de construire une ville où chacun et chacune se sent bien. Une ville avec des espaces adaptés, égalitaires, où tout le monde a sa place.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur la place des femmes dans l'espace public et sur votre rapport à la ville. Pour aller plus loin dans la réflexion avec ce sujet, je vous encourage à consulter les notes de cet épisode. Vous allez y trouver des recommandations de podcasts à écouter. Je vous l'ai dit au début, le rythme ou le format des épisodes va peut-être changer pendant l'été. Un conseil pour vous et pour moi, il faut savoir s'écouter. Si je ralentis, c'est pour prendre le temps de créer des ressources et une communauté qui vont vous accompagner dans votre écoute. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée et vous pouvez me retrouver sur Instagram pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vos commentaires sont très importants pour améliorer ce podcast et aussi pour aider à le faire connaître. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite.